Bonjour et bienvenue, ici Nat et Lorraine et vous écoutez le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à la médecine traditionnelle indienne. Un vendredi sur deux, nous recevons des invités inspirants pour aborder des thématiques variées autour du bien-être et de la santé au naturel. Notre objectif est de rendre l'Ayurveda accessible à tous, alors si ce podcast vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez approfondir les bases de l'Ayurveda ou l'alimentation ayurvédique, vous pouvez vous procurer les packs du sommet de l'Ayurveda sur notre site podcast-ayurveda.com. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous recevons Mathilde Courjal, psychologue et directrice de l'école de réflexologie plantaire ayurvédique. Bien que le nombre de sujets que nous pourrions aborder avec Mathilde est vaste au vu de son parcours, nous allons aujourd'hui balayer le rôle de la psychologie dans la guérison, que ce soit du côté de l'accompagné ou du côté de l'accompagnant. Bonne écoute! Bonjour Mathilde. Bonjour les filles. Merci d'être avec nous sur le podcast Ayurveda. Est-ce que tu peux, alors nos auditeurs ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux en quelques mots nous raconter ton parcours ? Oui, moi mon parcours, j'ai commencé du coup par mes études de psychologie. Je me suis ensuite formée à la réflexologie ayurvédique. Je voulais vraiment, après mon parcours en psychologie, avoir vraiment la dynamique corporelle qui me tenait vraiment à cœur. Et puis, je me suis ensuite, quand j'ai commencé mes études en réflexologie et que j'ai commencé à pratiquer, je me suis vraiment rendu compte qu'il me manquait quelque chose parce que les gens revenaient, comme s'ils devenaient un peu dépendants des séances et ça me posait en tout cas pas mal de questions. Et c'est là où du coup j'ai décidé de me former à l'Ayurveda en tant que conseillère consultante en Ayurveda. Et durant mes études de conseillère consultante en Ayurveda, on avait un mémoire à faire, un mémoire de recherche à faire durant la dernière année, c'est ça. Et du coup, c'est là où j'ai mis au service, toutes les dynamiques de l'Ayurveda, je les ai intégrées moi dans ma pratique en réflexologie. Et là, je me suis prise d'une passion intense et complète, ce qui fait que ça a donné du coup ma formation que je dispense aujourd'hui en réflexologie plantaire ayurvédique, où j'y combine vraiment ces trois dynamiques, donc l'approche de la psychologie, l'approche corporelle par la réflexologie et l'approche de la naturopathie avec l'ayurveda. Voilà un petit peu mon parcours. Ok, un très très beau parcours et puis on a hâte de discuter avec toi parce que cette combinaison est hyper intéressante et assez rare, on doit dire. Donc merci d'être là avec nous. Et puis donc aujourd'hui, on parle du rôle de la psychologie dans la guérison. Alors guérison on connaît, peut-être que psychologie c'est un mot un peu plus qui peut un peu faire peur et qui englobe beaucoup de notions. Alors quelle est la définition que toi tu souhaites donner aujourd'hui à la psychologie par rapport à cet épisode de podcast ? Eh bien, peut-être que pour définir la psychologie, on va utiliser l'étymologie, qui pour moi sont les meilleures définitions qu'on peut avoir. Donc, la psychologie, elle se défait entre la psyché et logos, qui du coup signifie l'étude de l'âme, la science de l'âme. Donc, au travers de la psychologie, c'est vraiment comment on va venir travailler et comprendre notre âme et notre fonctionnement. Il faut savoir qu'en fait, le terme psyché, il fait référence vraiment à un miroir dans lequel on se voit intégralement. Et en fait, j'aime bien donner cette définition, surtout au travers de l'Ayurveda. Il faut comprendre qu'en fait, la psyché, c'est un mouvement de retournement vers soi. Donc, c'est vraiment cette dynamique de mouvement qui, en Ayurveda, fait vraiment le lien avec les éléments et tout ça qui est intéressante à observer. Et du coup, cette capacité qu'on peut avoir à retourner à l'intérieur de soi. Voilà un petit peu pour cette définition. C'est une capacité innée ou c'est quelque chose qu'on doit apprendre ? Les deux, c'est inné et acquis, c'est-à-dire qu'il y a quand même un enfant est très bien capable d'aller à l'intérieur de soi. Enfin, voilà, ça va être complètement... c'est les deux, inné et acquis, puisque ça s'acquiert au fur et à mesure de la vie par l'apprentissage, par la compréhension. C'est tout le travail d'une vie.
Et en même temps, il y a des choses, c'est inné que de pouvoir fermer les yeux et de pouvoir regarder à l'intérieur de soi et juste ressentir ces sensations à l'intérieur et de savoir si on est triste, enfin voilà, quelle émotion est là. Donc il y a vraiment Mmh. cette dynamique des deux qui, voilà. OK. Et est-ce que selon toi, c'est important ou nécessaire d'être soit accompagné, soit supervisé, soit Mm. suivi, pour être, un bon thérapeute, par exemple? Ouais. Pour moi, c'est plus que primordial. C'est, je trouve la base alors ça dépend si on se base en tant que thérapeute ou en tant que client qui souhaite, voilà, avoir un accompagnement. Là, moi, si je vous parle vraiment des personnes qui sont thérapeutes aujourd'hui, donc peu importe la technique qu'ils vont utiliser, qu'ils soient conseillers consultants en ayurveda ou masseurs ou quoi que ce soit, pour moi, c'est primordial parce qu'on a affaire à des personnes en face de nous qui forcément vont parfois vont nous toucher plus que d'autres de par leur histoire, qui vont potentiellement peut-être voilà, nous atteindre plus que d'autres. Les réactions, les sensations, enfin toutes ces dynamiques-là, pour moi, c'est primordial d'être accompagné à côté. Déjà, pour pouvoir avoir une belle évolution et ne pas vouloir rester enfermé un petit peu dans ces pratiques. Et puis du coup, de comprendre aussi un petit peu ce qui joue, parce que je pense que pour tous les thérapeutes, ça vous est déjà peut-être vous arrivé, les filles aussi, parfois on a pendant une semaine, 15 jours, que des gens qui nous appellent pour à peu près les mêmes problématiques. C'est toujours intéressant de se dire, pourquoi là en ce moment c'est ces problématiques-là qui viennent vers moi? Qu'est-ce qui fait que j'attire en ce moment ces problématiques-là? Et du coup, c'est aussi le rôle d'évoluer tous ensemble. Et pour moi, ces supervisions et ce suivi, il est primordial parce qu'on n'est pas linéaire, on est vraiment des êtres en mouvement et en fait, on a des émotions, des sensations. Et quand on est thérapeute, on reçoit beaucoup de choses. Moi, je donne souvent cette expression où les gens viennent avec un peu des valises, puis ils déposent leurs valises, un peu, c'est le but. Donc, dans les valises, il peut y avoir des symptômes physiques, mais pas que. Et du coup, ces supervisions, elles sont là aussi pour le thérapeute aussi de déposer aussi toutes ces valises et de ne pas garder. On parle beaucoup de personnes qui sont très sensibles, éponges aussi. Et comment faire ce travail-là? Et puis, je trouve que c'est plus qu'important que d'être supervisé et d'être accompagné pour ne pas rester enfermé tout simplement dans sa pratique, parce que ça peut être, je dis pas d'être suivi tout au long de sa vie, mais en tant que thérapeute, on est quand même au service de l'humain. Donc, soyons d'abord au service de nous-mêmes avant d'être au service des autres. Oui, Voilà. peut-être ponctuellement. En tout cas, avoir une personne sur qui on peut venir déposer certaines choses et échanger aussi pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous par rapport au reflet de la personne aussi et ce qu'on a pris en termes d'éponge, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que pareil, côté client, par exemple, donc nos clients qui viennent nous voir, pour, peut-être des troubles de digestion et cetera, est-ce que selon toi, c'est important, qu'ils aient un suivi, psychologique? Mmh. Tout va dépendre de leur demande. En fait, ce qui me paraît important aussi de comprendre, c'est quand les gens viennent en consultation pour une consultation en Ayurveda, par exemple, ou en réflexo-ayurvédique ou autre chose, il faut savoir que très souvent, on peut aussi se retrouver face à des personnes qui sont ce qu'on appelle en errance thérapeutique. C'est-à-dire que là, tu parles des problèmes de digestion, et c'est des gens qui ont un parcours assez impressionnant dans un parcours thérapeutique malheureusement qui a été un peu compliqué, où on les a pas forcément écoutés, ou en tout cas, la solution n'a pas été trouvée. Du coup, leurs problèmes sont toujours là. Et du coup, il y a une souffrance derrière qui peut avoir été installée chez eux, pas chez tout le monde, hein, qu'on s'entende bien, mais très souvent, quand même, il y a quelque chose de très difficile. Puis on va en parler quand on va parler un petit peu des névroses après. Mais ça touche profondément ces gens-là. Donc, du coup, on se retrouve un peu avec un melting pot. C'est-à-dire que si on les avait vus peut-être il y a 5-6 ans au commencement, on ne serait pas sur la même dynamique. Et c'est là où, pour moi, je trouve que l'importance du suivi, elle est là. Et aussi dans la dynamique de la régularité. On ne demande pas aux gens de se voir peut-être toutes les semaines. Tout dépend bien sûr du pourquoi la personne est là. Mais d'avoir quelque chose de régulier, en fait, pour justement éviter de rajouter encore des couches quand on sent qu'il y a une forme de fragilité. Et la fragilité n'est pas négative, hein, c'est pas quelque chose de. On a tous une fragilité en nous. Et en fait, le fait d'être accompagné une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois ou au changement de saison, un peu pour refaire
OK, où est-ce que j'en suis là, maintenant, aujourd'hui? Comment je vis mes symptômes? Comment je vis mes déséquilibres? Parce que la vie est déséquilibre et en fait, parfois, on va très bien les vivre et puis parfois, ça va être plus difficile. Surtout si on observe aussi en fonction des saisons au travers de l'Ayurveda. Pour certaines personnes, ce sera plus important de se faire suivre à un certain moment parce que la personne va bien se connaître. Donc, elle va se dire, ah, attention, là, c'est bien que je reprenne rendez-vous maintenant pour éviter ma dépression saisonnière, par exemple, à l'entrée de l'hiver ou autre chose. Donc voilà, tout dépend encore de cette dynamique-là, mais oui, pour moi, ça reste important. Évidemment, après, il faut trouver le thérapeute avec qui on se sent en confiance et puis voilà, où tout s'est installé. Oui, il faut trouver la bonne personne. C'est Et ça. quand, et quand on est thérapeute en Ayurveda et qu'on remarque un trouble psychologique chez une personne qu'on accompagne, un trouble un trouble psychologique pardon, mineur ou important, Oui. quels sont les bons réflexes dès le départ? Bah, déjà, c'est de pouvoir les repérer. Et de pouvoir les repérer, ça veut dire que ça demande quand même une conscience un petit peu et une connaissance des différents troubles que vous avez pu apercevoir. Et puis du coup, bah, dans ces cas-là, moi, je dis toujours que c'est très intéressant d'avoir un peu son réseau de thérapeutes autour de soi. Soit vous vous sentez capable d'accompagner cette personne avec le trouble psychologique qu'elle peut avoir, mineur soit-il ou majeur, mais vous sentez vraiment que c'est juste pour vous et que vous êtes à votre bonne place, bah, continuez sur votre direction. Par contre, si vous sentez que c'est un peu touchy, que voilà, vous n'êtes pas trop sûr de la direction à prendre ou quoi que ce soit, et ben moi, j'invite toujours les gens à renvoyer justement. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez le travail là, c'est le travail d'équipe en fait. Et moi, je trouve que le travail d'équipe, c'est celui qui est le plus beau parce que du coup, la personne, elle va vraiment avoir une structure autour d'elle avec des gens qui vont échanger ensemble. Et pour moi, c'est ça la vraie relation thérapeutique et la vraie manière de cheminer vers le mieux-être et d'accompagner la personne au mieux vers son guérisseur intérieur, en fait. Ouais, faire appel à la complémentarité des expertises de chacun. Ça, Ouais, c'est vraiment c'est une ça. belle clé. Mmh. Alors dans cet épisode, on avait décidé, lors de la préparation de cet épisode, toutes les 3, on avait décidé de se concentrer, sur un trouble particulier, enfin un trouble psychologique précis, Mmh. afin de bien le définir et bien le comprendre et afin que les auditeurs, puissent bien suivre, pardon. Mmh. C'était celui des névroses. Tout à fait. Alors déjà peut-être, quand on va parler de névrose, les gens, bon, connaissent le terme, mais comment Mmh. on peut le définir? Qu'est-ce que c'est exactement une névrose? Mmh. Alors, je ne vais pas vous donner le terme exact, enfin la définition exacte de Bergeret parce que elle est hyper compliquée. On va perdre tout le monde sinon. Ouais, c'est ça. Je vais vous donner un peu celle avec mes mots et celle que je peux expliquer quand je suis en cours. En fait, la névrose, on parle en fait d'une affection psychologique qui trouve ses racines du conflit dans l'enfance. Voilà, tout simplement, c'est vraiment dans l'enfance où en fait la construction psychique de l'enfant a eu à certains moments des déséquilibres et où du coup cette construction psychique a peut-être été un peu affaiblie à certains moments, que ce soit très bien, ça peut être au moment du complexe d'Oedipe ou peut-être même avant, qui a généré ces différentes formes de névrose qu'on va définir par la suite. Juste pour reprendre un petit peu, en fait, quand là, je vais parler un petit peu en termes de psychologie occidentale, parce que pour moi, avant de parler de psychologie ayurvédique, c'est bien de comprendre un petit peu les concepts et ce en quoi on baigne, parce qu'on est en France et du coup, ce en quoi on est teinté. C'est Freud qui a beaucoup, en tout cas, développé toute cette dynamique-là, et il y en a plein d'autres aujourd'hui qui ont pris le relais et c'est super. Il faut juste, parce que je vais souvent vous parler de ces termes-là, c'est pour ça que je préfère les définir maintenant. On a ce qu'on appelle l'instance psychique, donc le fonctionnement un petit peu de notre psyché. Je réduis pour pas que ça parte en cours de psychologie, mais pour faire un peu simple, on a dans cette instance psychique, on a ce qu'on appelle le moi, qui est vraiment le qui je suis. Qui je suis, je sais que je m'appelle Mathilde. Et puis, on va avoir aussi une autre instance qui s'appelle le surmoi. Le surmoi, c'est un peu le gendarme intérieur. Celui qui va dire « tu ne feras pas ça, tu ne dois pas ceci ». Celui, par exemple, qui vous permettra jamais d'être à découvert sur votre compte parce que pour lui, c'est pas possible.
Et On il a y le même a... sur moi, non? On est beaucoup à l'avoir. Et puis, on a le ça. Le ça, c'est toutes les pulsions, justement. Donc, si on reste, pour donner un exemple dans cette dynamique financière, les pulsions d'achat, par exemple, mais ça peut être les pulsions sexuelles, enfin, ça peut être plein de choses, en fait, tout ce qui est de l'ordre du pulsionnel. Et donc, du coup, c'est vraiment ces 3 instances. Il y en a d'autres, hein, c'est que vraiment, je simplifie pour que voilà, tout le monde puisse comprendre. Et en fait, le moi, cette identité, c'est vraiment qui je vais être au travers entrejouer entre mes pulsions et mes interdits et comment je vais trouver cet espace là-dedans. Et du coup, chez les névrosés, chez les personnes de type névrotique, la difficulté chez ces personnes-là, c'est qu'elles vont avoir un surmoi très développé, c'est-à-dire un gendarme intérieur qui va être très, très développé. Et ça va être très difficile pour le moi, la constitution, on peut parler aussi de prakriti, vu qu'on est là en termes d'Ayurveda, de moi, comment, de ma constitution, des éléments qui me combinent, comment je peux jouer avec ces interdits, puis quand même ces pulsions qui sont là, et en fait, de trouver cette forme d'équilibre, en fait, entre ces différents pôles. Et donc, on en revient vraiment à cette question d'équilibre. Et en fait, quand on prend conscience de ça, comment on peut venir jouer avec ces différentes dynamiques. Ouais, tout est question d'équilibre. Mais à partir de quel moment on considère qu'on est névrosé, enfin qu'on a une névrose? Parce que tu parlais de troubles qui prend son origine dans l'enfance. Je pense que ça concerne beaucoup de monde. À quel moment, où est-ce qu'on met la barre? Alors, on est tous névrosés, on va se mettre d'accord. Voilà, merci. On est d'accord. Et moi, je trouve que c'est signe plutôt de bonne santé. C'est signe qu'on est en mouvement et qu'il n'y a rien qui est figé. Par contre, après, là où on met la barre, c'est quand ça va poser problème dans le quotidien et qu'il va y avoir vraiment, vous allez voir, je vais vous expliquer, parce que dans les névroses, on classe, alors je réduis, hein, vraiment, j'insiste, mais on classe 3 types de névroses. Il y a les hystéries, les névroses obsessionnelles et puis les névroses phobiques que je vais vous définir un petit peu. Mais il y a vraiment, c'est à quel moment ça vient poser vraiment problématique. Et vous allez voir que quand on va définir, on va commencer, si vous le souhaitez, enfin, par une autre d'ailleurs, mais si on commence par exemple par l'hystérie, vous verrez qu'à certains moments, ça peut être problématique, comme pour les névroses obsessionnelles. C'est toujours cette dynamique de curseur, comme un symptôme finalement. Il peut être un peu présent, comme pas présent, enfin, ouais, comme, voilà. C'est comment je le vis et comment je le transforme, comment je le digère. Ouais, si on fait le parallèle avec l'Ayurveda, c'est un peu pareil, on est tous déséquilibrés dans une certaine mesure et puis, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est de reconnaître le déséquilibre chez soi, peut-être aussi de reconnaître le déséquilibre chez quelqu'un d'autre. Donc là, ça va être pareil pour les névroses, hein, reconnaître chez soi, le reconnaître chez quelqu'un d'autre, et c'est pour ça aussi qu'on fait cet épisode, pour pouvoir, permettre aux gens de, voilà, de s'auto, observer, puis aussi peut-être d'observer, bah, son entourage, c'est C'est ça. C'est tout à fait ça, et c'est pour ça que je refais juste un parallèle avec ce qu'on discutait tout à l'heure. L'important, en fait, d'être suivi ou d'avoir une supervision, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui joue chez soi, et du coup, comment je peux observer aussi pour m'amuser. C'est un peu un mécanisme, un muscle, quoi. Comment le muscler, comment être capable d'observer, comme en Ayurveda, on est capable d'observer les qualités qui nous entourent, le chaud, le froid. Au début, c'est une question d'habitude, quoi, et voilà. Ok, bah on veut bien que tu nous expliques alors ces 3 types de névroses qu'on peut définir et peut-être illustrer par la suite pour que les gens comprennent bien. Donc, tu parlais d'hystérie, par exemple. Alors, comment on peut définir l'hystérie? Alors, l'hystérie, donc elle fait partie des névroses. Il faut savoir que du coup, l'hystérie, elle a été développée vraiment au moment de Freud. Donc du coup, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions. Donc l'hystérie qui a été définie dans les années 1900 n'est pas la même d'aujourd'hui. Mais on retrouve quand même pas mal de petites choses. Déjà, l'hystérie, il faut savoir qu'au départ, ils pensaient... Alors l'hystérie, on l'a retrouvée surtout chez les femmes. Aujourd'hui, on la retrouve un peu plus chez les hommes, mais c'est vraiment, on est une pathologie, enfin voilà, de type névrotique féminine. Avant, on parlait d'utérus qui avait migré dans le cerveau et qui était pathologique. C'est fou quand même. Enfin, moi, ça m'a marqué profondément, mais voilà, heureusement, il y a quelque chose qui a grandement évolué là-dessus. Donc, l'hystérie, c'est quoi?
je vais souvent parler au féminin parce que c'est très souvent féminin, donc c'est pour ça que mais ça ne veut pas dire que je mets les hommes de côté, hein, bien au contraire. Chez l'hystérique, on va plutôt retrouver du coup des personnes, plus souvent des femmes, qui vont être dans une dynamique de chercher le regard. C'est des personnes en fait qui ne cherchent pas à ce que leurs symptômes soient, que leurs symptômes disparaissent. Parce que leurs symptômes physiques, parce qu'en général, chez l'hystérique, en fait, ça va se traduire par des symptômes physiques. C'est le corps qui va prendre le relais un petit peu. Et les symptômes chez ces personnes-là, faut pas qu'ils s'en aillent tout de suite. En tout cas, avant qu'il n'y ait pas eu cette conscience-là, parce que c'est ce qui permet à cette personne-là de gérer son angoisse, vraiment. Et du coup, c'est très souvent des personnes qui sont toujours en insatisfaction avec leur thérapeute. Et c'est très souvent des personnes qui mettent en échec tous les thérapeutes. Et c'est très souvent des personnes qui vont vous dire, qui ont une liste, je ne sais pas, grande commande de thérapeutes, qui vont vous dire, il n'a pas trouvé, ça ne va pas ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est normal parce que chez quelqu'un qui a des troubles hystériques, qui est vraiment, donc vraiment, les traductions par le corps, par des sensations très fortes, c'est des gens aussi qui vont beaucoup théâtraliser, qui va y avoir beaucoup de mouvements, voilà, on cherche vraiment le regard. Si nous, en tant que thérapeute, on cherche à diminuer les symptômes, admettons, le premier symptôme, c'est des difficultés à respirer, des sensations assez étranges au niveau de la tête, des douleurs de ventre très importantes. Si on vient toucher ces symptômes-là directement, c'est les symptômes qui lui permettent de maintenir son angoisse. Là, ça ne va pas le faire du tout. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, si nous, on y touche? En fait, le symptôme, il va grandir. Ou alors, il va peut-être diminuer, mais il y en a d'autres beaucoup plus forts qui vont arriver. Et c'est pour ça que je trouve ça primordial de connaître un petit peu ces dynamiques, parce que des fois on se dit mais je comprends pas ce qu'on a mis en place, vous devriez aller mieux, et en fait à l'inverse ça gonfle, et puis en plus il y en a plein d'autres qui arrivent. Et en plus on peut voir chez ces personnes-là, pour certaines c'est inconscient, hein, donc encore une fois il y a le curseur, chez certaines personnes c'est très développé, d'autres un peu moins, mais il y a une forme de satisfaction à pas être comprise. Un peu il n'y a personne qui me comprend là, votre symptôme, je ne suis pas sûre que vous allez y arriver. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà eu ce type de personnes en séance, mais c'est… Voilà. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que thérapeute, c'est très frustrant. Et puis en plus, c'est frustrant aussi pour la personne qui est suivie et qui ne comprend pas, enfin comme tu dis, qui rentre dans le jeu, mais c'est peut-être inconscient et qui ne comprend pas. Et du coup, il n'y a pas de solution. Alors, comment on fait pour sortir de ça? C'est ça. Et bien déjà, c'est intéressant de se rendre compte, de se dire « Ah, tiens, là, je peux vraiment sentir qu'il y a comme une fierté de son symptôme, il y a comme une fierté ouais, vous n'allez pas trouver ». Très souvent, c'est des gens aussi, ils posent ces termes-là, puis vraiment, j'insiste sur le fait que c'est très, très théâtralisé, qu'il y a vraiment… c'est des gens aussi qui vont avoir beaucoup de sons comme ça, enfin voilà, avec des grands gestes. Tout simplement, c'est aussi d'expliquer à la personne. Moi, j'adore le terme psychoéducation. Pourquoi ces gens-là, pourquoi ne pas leur expliquer ce qui se passe? De leur dire, voilà, moi, ce que je sens là aujourd'hui, c'est que votre symptôme, c'est celui qui vous protège. Et c'est celui qui vous permet d'exister. Parce que chez les névrotiques, c'est vraiment la question de l'identité sexuelle. Qui je suis? Qui je représente, qui je suis pour le monde. Et voilà, c'est toutes ces dynamiques-là. Et d'expliquer à la personne que vous n'êtes pas sûr de toucher à son symptôme parce que c'est ce qui lui permet de calmer ses angoisses. Déjà, en fait, à partir du moment où on pose la conscience là-dessus, déjà, il y a quelque chose qui se modifie. Et puis, comme c'est des personnes qui vont beaucoup chercher le regard parce qu'elles n'arrivent pas à trouver qui elles sont, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous cherchez derrière ce regard? Qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme? Et c'est ça que j'adore, que ce soit en Ayurveda, en psycho, en réflexo, c'est on nous dit quelque chose, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Toujours regarder la subtilité de vraiment ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est passionnant. Oui, au final, leur symptôme est comme une carapace de l'angoisse qui est cachée. Donc, en fait, il faut bypasser un petit peu la carapace pour aller gratter l'angoisse
C'est la ça, faire ressortir et ensuite derrière finalement peut-être que le symptôme, disparaîtra, c'est ça. naturellement en fait? Ouais, alors je peux vous donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus, concret. J'ai suivi, quelqu'un qui, venait me voir pour, des problèmes de digestion et quand elle me décrit donc elle venait dans le cadre de l'Ayurveda et puis quand elle me décrit tout ça, elle me dit qu'elle ne mange plus rien. Alors depuis 3 4 ans. Je dis: «Ah bon, vous mangez plus rien?» J'étais là: «Bon, elle se nourrit de prana, du soleil, du souffle» et et puis je me dis: «Bon quand même, dans ce qu'elle me décrit, je sentais pas que c'était ça» et puis, elle enfin voilà, je sentais bien qu'il y avait quelque chose justement de cet ordre-là, de cette satisfaction de: «Ah ah, je ne mange rien, mais je suis vivante et puis je peux quand même travailler et puis, de toute façon jamais personne n'a réussi à faire». Donc là, j'ai ma petite sonnette, d'alarme qui est arrivée. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Bah, en fait, pour moi, là, le fait de ne pas vous nourrir ou en tout cas la difficulté là de cette dynamique autour de la nourriture est trop complexe aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est ce qui vous permet d'exister aujourd'hui, en tout cas ce qui vous permet d'être reconnu. Donc peut-être qu'on va plus parler de ça dans un premier temps. On va voir, ce qui se passe ailleurs parce qu'en fait, il se passe c'est pas, un symptôme, isolé de tout le reste. Donc on est parti sur un travail qui on n'a pas du coup, pour le coup, j'ai quitté un petit peu l'Ayurveda dans le sens, accompagnement alimentaire, parce qu'elle voulait vraiment une rééducation alimentaire, savoir comment manger, ce qu'elle pouvait manger. En plus, elle voulait des compléments alimentaires, tout ça. Donc en plus, c'est pas du tout moi, mon fonctionnement de travailler. Donc du coup, c'était vraiment ça et de se dire: «Bah non, en fait, je vous accompagne, je vous abandonne pas du tout, au contraire. Par contre, ce symptôme-là, il est trop présent et en plus, plus on en parle, plus vous sentez que vous avez les symptômes ou parce que la nuit, elle avait des mal de tête et puis du coup, elle pouvait plus sortir, ça augmentait. Bah, du coup, on l'a pris puis on a dit: «On le laisse, on le met, il reste, il est là, hein, mais comme s'il va nous écouter un petit peu de loin et nous, on va prendre une autre direction, un autre chemin». Et en prenant l'autre chemin, je peux vous assurer, on n'a pas fini parce que ça prend du temps, mais il y a déjà beaucoup plus de choses qui bougent parce qu'on n'est pas venu se centrer sur ce symptôme, ce qui vient vraiment ouais, lui permettre d'être reconnu. Et elle a compris ce que tu avais fait? Tu lui as Ouais, expliqué en fait vraiment, toute ta démarche de est-ce que ouais, ce qu'était l'hystérie aussi, tu lui as expliqué ouais. ou? Ouais, d'accord. Alors j'ai pas utilisé le terme hystérie parce que, enfin je sais plus, mais je crois pas. Je crois pas parce que le terme hystérie, il peut faire peur. Par contre, j'ai défini un petit peu comment je voyais son fonctionnement parce qu'en fait, moi, je vois quelque chose, mais ça veut absolument pas dire que c'est la vérité. Donc en fait, j'attends de voir aussi si ça correspond à la personne et je lui demande si ce que je lui dis, la fait vibrer, lui parle, est-ce qu'elle se retrouve dans ce que je lui dis? Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une relation. Donc moi, je ressens quelque chose, mais en fait, je traduis. Et en fait, quand elle m'a dit qu'elle s'y retrouvait vraiment et que c'était vraiment quelque chose qui la touchait et que c'était la première fois aussi qu'on lui parlait comme ça, je lui ai expliqué aussi qu'on allait faire de la psychoéducation. Donc en fait, avant de réapprendre à manger, et ben en fait, déjà, on va un peu comprendre tout son fonctionnement. Et puis en fait, bah ouais, pour moi, c'est ça, c'est la connaissance de soi, elle passe par là, en fait. Et on n'a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études. On peut très bien être aussi accompagné par un thérapeute qui nous explique, tout comme des gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais appris à manger ou comment on constitue une assiette ou quoi que ce soit, bah en fait, on leur explique tout simplement, en fait. Mmh. OK, très bien. Donc là, tu viens de nous parler de l'hystérie, qui est l'un des troubles névrotiques et il y en a d'autres? Si tu Oui, tout veux. à fait. Alors, après l'hystérie, on va avoir ce qu'on appelle donc les névroses obsessionnelles. Les névroses obsessionnelles, on parle aussi, on dit que c'est la maladie du doute. C'est-à-dire que les gens sont tout le temps dans le doute. Dans les névroses obsessionnelles, on va retrouver, vous savez, les obsessions par exemple de comptage, les obsessions avec les rituels du lavage ou les obsessions où les gens ont très très peur de la maladie, de tomber malade. Et donc chez ces personnes-là, on va retrouver beaucoup ce qu'on appelle les compulsions. Les compulsions, c'est toutes les comportements qui vont nous permettre de lutter contre ces obsessions. Et ça peut devenir du coup parfois un rituel. Par exemple, je dis n'importe quoi, des personnes qui vont avoir besoin de se laver 3 fois les mains pour être sûr, parce que la première fois, ils ont une première couche, etc. Ou des gens qui vont avoir besoin de compter. Chez les enfants, on peut retrouver ça aussi dans leur développement psychologique et moteur. Il y a vraiment ce truc-là où en fait, à un moment donné, ils sont assez obsessionnels dans leur dynamique et c'est très positif. C'est quelque chose
qui se construit. Chez certaines personnes, on peut retrouver ça aussi, vraiment, on va pouvoir retrouver ça aussi chez, par exemple, les troubles du comportement alimentaire, chez des anorexiques ou chez des boulimiques, avec une forme de rituel qui se met derrière, parce que ces compulsions-là, c'est ce qui permet de maintenir en fait leur angoisse. Et dans les névroses obsessionnelles, c'est vraiment le tiraillement entre le gendarme interne, donc ce que je disais tout à l'heure, le surmoi, tu ne feras pas ça, tu n'as surtout pas le droit de manger ça, par exemple, et puis les pulsions en fait qui sont tellement fortes, et du coup le moi, le je suis, je sais plus où je vais, je sais plus quoi faire, et du coup je suis écrasée avec ça. Encore une fois, il y a cette notion de curseur, hein, ça peut être plus ou moins intense en fonction de chaque personne, mais intéressant aussi d'observer ça chez nous en tant que thérapeute, chez les autres, ou même nous en tant qu'individu, de se dire: «Ah, mais est-ce que je me retrouve un petit peu là-dedans?» pour voir est-ce que c'est difficile pour moi de vivre ça. Quand le surmoi est trop présent, donc ce gendarme interne, il est vraiment très présent, ça peut du coup générer ce qu'on appelle des formes légères, voire même majeures, de dépression. Parce que du coup, ça peut empêcher de vivre, parce que avant de sortir, finalement, le rituel, il va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Ou voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent vraiment engendrer dans le quotidien de ces personnes-là des choses très compliquées. Mais il faut savoir qu'on peut aussi accompagner ces obsessions d'une manière, parce que les rituels, on les retrouve en Ayurveda, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais pour faire le lien, vous observez ça chez quelqu'un qui a des types de névrose obsessionnelle, en tout cas des petites compulsions, bah, vous n'allez peut-être pas lui proposer la dinacharya, par exemple, la routine de vie, parce que ça peut que rajouter. Oui, tu Voilà. vas rajouter du du contrôle, du surcontrôle, quoi. Exactement, et du coup, elle peut se dire: «Bah oui, mais si je le fais pas, ça veut dire que je vais pas être en bonne santé». Enfin, vous voyez tout le cheminement qui peut être dit. Donc, chez ces personnes-là, c'est très intéressant de passer d'abord par le corps. Parce que si on passe par le mental, on va faire qu'augmenter les compulsions. Et c'est pour ça que je trouve ça, enfin, vraiment, je suis passionnée par ça, parce que c'est assez subtil, et en même temps, on rencontre tous des gens qui ont un peu ces dynamiques-là. Et en tant que thérapeute, d'avoir cette capacité d'observer ça et de se dire: «Ah, mais là, je vais peut-être pas proposer trop de choses, parce que je sais que justement, elle va tout prendre, et que du coup, oh, je vais avoir du mal à me défaire de ce truc-là». Et donc, du coup, bah, prendre un autre chemin, justement, pour pas rentrer dans sa névrose. Parce qu'en fait, chez ces personnes-là, des fois, sans s'en rendre compte, on rentre dedans. C'est-à-dire qu'on se fait un peu embarquer par son angoisse, et du coup, des fois, à la fin de la séance, on se dit: alors je suis peut-être un peu partie, je vais peut-être proposer trop de choses». D'où l'importance aussi d'être supervisé, ou de réécrire à la personne, ou à la prochaine consultation, de lui dire: «Bon, alors la dernière fois», puis de réexpliquer: «Moi, je sens qu'il y a beaucoup de rituels, peut-être même un petit peu d'obsession sur certaines choses. Je crois que je vous ai proposé trop de choses. Donc, il vaut mieux qu'on parte de très peu, ou qu'on prenne une autre direction, un autre chemin», parce qu'il y a plein de chemins différents pour arriver, pour prendre la route de la bonne santé et de son guérisseur intérieur. Donc, on va prendre une autre direction. Mais c'est vraiment ces dynamiques-là. Pour vous donner un exemple, un peu le profil du névrosé obsessionnel, c'est plutôt des personnes qui vont être très, très fidèles, qui vont avoir une grande forme de rigidité. C'est des personnes qui vont être un peu froides de prime abord, qui vont être très anxieuses, qui vont avoir beaucoup de raideur, beaucoup d'hyper-contrôle, qui vont énormément intellectualiser. Alors ça, c'est un peu un des grands traits. Elles s'auto-analysent, elles analysent tout, c'est vraiment énormément dans le mental. Et c'est des personnes qui sont très, très, très perfectionnistes. C'est ce type-là qui peut très souvent arriver à des burn-out. Parce qu'en fait, le surmoi est tellement présent qu'à un moment donné, bah, en fait, ça explose. Le moi, il n'arrive plus en fait à trouver son équilibre là-dessus. Donc, si nous, en tant que thérapeute, on arrive et puis on lui dit: «Bon, alors tu te laveras le nez le matin, puis tu te gratteras bien la langue», ben, ça va pas aider. Voilà. Mais justement, tu disais dans ces cas-là, passer par le corporel. Est-ce que c'est des Ouais. personnes qui sont faciles à toucher, justement? Parce que je Alors, trouve que la façon dont tu décrivais le profil, c'est souvent des personnes qui n'ont déjà pas trop l'habitude de se toucher, de s'automasser, et cetera, et ouais. c'est très difficile de les toucher ou de leur proposer un massage ou de la réflexo ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Et ben, en fait, en psycho, on utilise le terme il faudrait presque hystériser les névrosés obsessionnels. Ça veut dire que passer par le corporel, c'est pas forcément passer par le massage.
ça veut dire vraiment reprendre conscience de qu'est-ce que je sens dans mon corps. Parce que c'est des personnes, très souvent, on peut retrouver des personnes aussi qui sont anorgasmiques, vous savez, qui n'ont jamais eu d'orgasme ou qui ne ressentent rien. On le retrouve aussi très souvent chez les femmes. En fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est bloqué, vraiment comme si le corps était presque plus existant, un peu un boulet accroché à notre âme. Et c'est du coup comment reprendre contact avec ça. Donc au début, ça peut être, encore une fois, on revient de la psychoéducation. Comment fonctionne votre corps ? Qu'est-ce qui se passe? Le processus de digestion. Puis en plus, comme ils intellectualisent beaucoup, ils vont adorer, parce qu'ils vont comprendre. Mais donc, on peut utiliser cette dynamique-là. Puis en fait, au fur et à mesure, un névrosé obsessionnel, plus vous lui expliquez, et peut-être que pour les thérapeutes en Ayurveda, ça va vraiment, voilà, peut-être comprendre un peu sur quel type de personne on est, mais plus on leur explique, pas de problème, allez-y, ils vont comprendre pourquoi. Donc là, vous allez ouvrir une porte. Et puis peut-être que le massage complet du corps dans un premier temps est peut-être trop fort. C'est pour ça que utiliser les techniques comme la réflexologie où la personne n'a pas à se mettre à nu, a juste à enlever ses chaussettes, on commence que sur une partie du corps, ça peut être un super bon vecteur parce que du coup, on ne met pas la personne complètement à nu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ces personnes-là, passer vraiment par le corps et puis le travail du souffle aussi, refaire circuler. C'est comme on est vraiment sur des qualités de raideur, d'hyper-contrôle, de rigidité. En fait, il faut ramener, nous, en tant que thérapeute, on sait qu'on a besoin de ramener de la fluidité. Donc, on peut passer aussi, en passant par le corps, c'est passer par des pranayamas, des exercices de souffle. En fait, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à respirer. Et parfois même, plus on les amène à respirer, plus le mental prend encore plus le dessus parce qu'il se dit « Oh, attends, qu'est-ce que tu essaies de faire là? Tu veux me faire… tu voudrais aller à l'encontre de ce que moi je veux que je suis ?» Pareil, expliquer aux personnes en fait que à partir du moment où vous allez mettre ça en place, le mental, il va peut-être s'exciter, il va peut-être prendre plus de place au début. Ça va être bon signe. Ça veut dire juste qu'en fait, on est en train de trouver un équilibre et que lui, il est en train de perdre sa place, donc il va tout faire pour retrouver sa place. Tout simplement le rassurer en lui disant qu'on ne lui demande pas de partir à cette partie-là, bien au contraire, qu'on la prend en considération, qu'on a juste envie de baisser légèrement son curseur pour que tout le monde puisse trouver son espace et qu'en passant par le souffle, on va ramener une forme de fluidité. Par exemple. Il y a plein d'autres choses, mais… Top. Il nous reste une troisième névrose qui est la névrose phobique. Tout à fait. Alors, la névrose phobique, entre guillemets, c'est celle… je me mets dedans, vous allez comprendre pourquoi, mais on est tous un petit peu là-dedans. C'est tout ce qui est l'ordre des phobies. Donc, encore une fois, le curseur est différent. Par exemple, je prends mon exemple de la phobie des araignées. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Il va y avoir aussi… Donc ça, c'est ce qu'on appelle les phobies simples qu'on peut avoir. Beaucoup de personnes peuvent avoir des phobies simples comme ça qui n'engendrent pas de grandes problématiques dans le quotidien. Par contre, on peut avoir des névroses phobiques plus importantes. La plus grande et la plus connue, c'est l'agoraphobie. Donc, c'est vraiment la peur d'avoir du monde dans les espaces, la peur de ne pas pouvoir s'échapper de ces espaces-là. Ça peut arriver à certains moments aussi à l'adolescence. On peut retrouver ça aussi beaucoup quand l'instance psychique est en train vraiment de se construire et tout ça. Il y a vraiment quelque chose de forme de fragilité à cet instant qui peut se mettre en place. On va aussi pouvoir retrouver tout ce qui est phobie sociale, donc le regard des autres, ne pas vouloir manger devant les autres et tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la névrose phobique, c'est qu'en fait, là, l'angoisse, elle est à l'extérieur. Dans l'hystérie, elle est au niveau du corps, mais elle est à l'intérieur. Dans la névrose obsessionnelle, elle est aussi à l'intérieur. Là, dans la névrose phobique, elle est projetée à l'extérieur. C'est quelque chose d'autre qui s'occupe de l'angoisse. Et en tant que thérapeute, c'est intéressant parce que chez ces personnes-là, la personne va potentiellement projeter son angoisse sur vous. Ce qui fait que très souvent, chez ce type de personnes, les thérapeutes vont se dire « Pourquoi je suis angoissée d'un seul coup ?» Puis avoir des émotions, des sensations où, quand on se connaît bien, on sait que ça ne nous appartient pas vraiment, mais pourtant c'est là. Et bien, quand on a conscience de ça, c'est au service de se dire « Ah, mais peut-être que là, l'angoisse de la personne, il la projette, elle est à l'extérieur, et que du coup, moi, c'est comme si j'étais son traducteur. » Et bien, du coup, je vais devenir la traductrice de son angoisse pour qu'on puisse venir échanger là-dessus. J'essaye de vous trouver un exemple, j'en ai pas. Mais du coup, en étant la traductrice, tu
tu prends pas la place, tu prends pas son angoisse en disant, bon voilà, tu le dis comment en fait? Tu dis, je ressens ça Mmh. ou Bah, je sens de l'angoisse dans l'espace? Enfin, comment tu peux le transmettre, le ouais. traduire justement? Alors, t'es pas dans un en fait, tu le traduis que si c'est vraiment un travail que tu as fait sur toi et que tu sens vraiment que ça t'appartient, pas. Je vous donne un exemple plus concret. Moi, en réflexologie, par exemple, quand on passe du coup sur le travail corpo, on a tout notre corps qui est vraiment on a les pieds face à nous et puis on a le thérapeute est juste derrière et en fait, des fois, ce que je dis, aux étudiants, c'est qu'il suffit de se décaler des pieds et là, on n'a plus la sensation. Et ben vous pouvez très bien le faire quand vous êtes en consultation, légèrement vous décaler ou juste laisser un espace de silence pour se dire c'est moi ou c'est pas moi, juste de bien comprendre. Quand déjà on a cette capacité d'observation, de vous dire mais là, quand vous me parlez, moi ce que je ressens, c'est ça, c'est-à-dire que j'aurais envie de respirer pour vous là, je me sens un peu étouffée. Je donne un exemple, mais ça peut être, d'autres choses où d'un seul coup: «Ah mais j'ai mal à la tête là» ou «Ah j'ai une pointe dans le dos» ou «Tiens c'est bizarre, je suis en train de penser à ça» alors que ça n'a ni queue ni tête de penser à ça maintenant, mais pourtant ça me vient donc je vous le partage. Puis il y a des gens qui vont me dire: «Oh bon non, pas du tout» parce que du coup et là vous allez vous dire: «OK, c'est tout le travail qu'il y a à faire». Il y en a qui vont dire: «Bah, c'est fou quand même». Alors des fois, ça fait un peu côté magique. Il y a rien de magique dans ça, c'est juste la relation et du coup, l'observation du thérapeute de se dire: «Ah OK, je suis là-dedans» et du coup, bah, comment et du coup, hop, vous remettez en relation, vous remettez au milieu de la relation cette angoisse et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'observe et comment on la travaille ensemble? Mmh. Et du coup, comment on la travaille? Parce que comment on fait? Eh ben, ça va dépendre comment de quel type d'angoisse, sur quoi elle est tournée. Est-ce que c'est sur l'alimentation? Est-ce que c'est sur, le regard des autres? Et puis du coup, bah, après ça va être en fonction des outils, que vous avez avec vous, en fait. Parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est d'amener la personne à trouver son guérisseur intérieur, de se connaître vraiment et puis ça va être, d'utiliser, bah, les gunas, de ce qu'on appelle en ayurveda rajas, sattva et tamas. Pour juste réexpliquer rapidement, sattva, c'est vraiment l'énergie qui permet d'être en action. Tamas, c'est un peu l'inertie. Alors tamas, il est souvent vu de manière négative. Alors du coup, je milite un peu pour pas que ça soit que de la négative, mais c'est ce qui nous permet de nous poser, c'est ce qui nous permet, c'est grâce à tamas qu'on peut s'endormir, c'est grâce à tamas qu'on a une bonne mémoire, une capacité aussi de stockage. Et puis on a sattva un peu qui est ce qui est juste pour nous. Et du coup, bah, c'est aussi travailler avec ces personnes-là de psychoéducation aussi, d'expliquer. Et puis bah, voilà, au fur et à mesure d'avoir cette conscience-là, mais c'est aussi bah, peut-être d'accompagner les personnes si on diminue ama, c'est-à-dire toute cette nourriture non digérée, que ce soit de la nourriture physique et ou psychique, bah, du coup on va amener de la fluidité. Donc il y a quelque chose qui, plus il va y avoir de la fluidité, plus cette angoisse va devenir aussi fluide. C'est vraiment une question de avec une amie, on échange beaucoup là-dessus, on parle de chemin propre ou de vraiment les canaux du corps, en fait, plus ils vont être fluides, plus l'angoisse, elle va plus être figée et du coup, elle va se fluidifier et c'est la dynamique aussi d'accueillir ces émotions, ces angoisses, ces peurs, ces phobies. C'est comme quand je vous dis, surtout ne pensez pas à un éléphant rose, mais alors vraiment, vous ne pensez pas à l'éléphant rose. Vous l'avez, Ça marche pas très bien ça en général. voilà. Alors que si on dit, bah, OK, l'éléphant rose est face à vous, mettez-le de côté, là, gardez-le avec vous, mettez-le de côté, on le prend en considération, mais on continue ça. Bah là, tout de suite, il est moins énorme devant nous, en fait. Donc, Dans les différentes névroses que tu nous as décrites, là, l'hystérie, la névrose obsessionnelle, la névrose phobique, on pouvait reconnaître certains profils ayurvédiques. Est-ce oui. vraiment le cas? Est-ce que chaque névrose, est-ce qu'il y en a 3 et c'est pas un hasard? Est-ce que c'est vraiment, bah, voilà, tu parlais de névrose obsessionnelle, est-ce que c'est attaché à un profil particulier, et cetera? Ouais. Est-ce que c'est systématiquement le cas? Alors, pas du tout systématiquement, parce que du coup, ça serait clairement s'enfermer dans quelque chose. Mais oui, on a, et c'est tout le travail que je suis en train de faire en ce moment, parce que je sors en fait là d'une formation de spécialisation en psychopathologie, justement, et j'étais passionnée parce qu'en fait, j'arrêtais pas de faire les ponts avec l'Ayurveda, de me dire: «Ah mais attends, mais je retrouve ce profil-là et je retrouve ce profil-là» et du coup avec Sabine, celle qui nous enseignait, j'ai échangé avec elle, elle me dit: «Ah mais vraiment, approfondis ça». Donc c'est ce que je suis en train de faire, vraiment de me dire, de retrouver un petit peu les parce qu'on voit bien en fait, quand un profil Vata, quel type de déséquilibre il va pouvoir avoir et cetera. Bah oui, on va retrouver
en général ces dynamiques-là, parce que vous voyez bien quand j'ai décrit pas mal de choses, on retrouve des déséquilibres de type, mais oui et non, parce que j'ai tellement peur d'enfermer les gens dans des cases. Et puis, comme aujourd'hui, on retrouve beaucoup le truc des doshas où les gens cherchent vraiment, voilà. En fait, ils sont persuadés qu'en connaissant leur dosha, ils vont se connaître soi-même, alors que pour moi, Oui, c'est comme une identité, alors que c'est loin d'être ça. C'est ça. Et qu'avant même de ça, c'est comprendre déjà les éléments qui sont présents en nous et à l'extérieur. Et puis déjà, aller à la rencontre des éléments, de comprendre c'est quoi pour chaque personne l'éther, l'air, le feu. Enfin voilà, c'est parce qu'il peut y avoir l'intellectualisation. Ah oui, je sais, mais est-ce qu'on l'a déjà vraiment? C'est quoi? Ça fait quoi en nous en fait? Oui, il y a les textes, mais nous, c'est ça aussi, c'est de faire les liens un petit peu, la digestion en fait. Et puis, Bouddhi, cette capacité aussi de discernement, de discerner entre ce que j'ai lu et ce que je suis capable, moi, de transformer et de vivre profondément. Donc oui, on peut retrouver, il y a 3 types de névroses, mais évidemment qu'en tout cas, ça donne des types de directions. Et du coup, vous, juste en tant que thérapeute, ça allume une petite lumière de « Ah, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. » quoi. Moi, par exemple, quand j'écris, j'ai des milliards de points d'interrogation. Parce que c'est ma manière de me dire, je ne pose pas dans l'univers quoi que ce soit. C'est une hypothèse avec des points d'interrogation, quoi. Ok, hyper intéressant. En tout cas, tu nous as ouvert plein de points d'interrogation là dans cet épisode, donc c'est génial. Ça donne envie de creuser. Et justement, pour les thérapeutes qui ont envie de creuser, qui ont envie d'aller plus loin, qu'est-ce que tu proposes? Comme dans ta formation, est-ce que tu fais un accompagnement, un suivi, une supervision? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Là, je lance à partir de juin des supervisions, 2 heures par mois, pour justement tous les thérapeutes qui ont vraiment envie justement qui se posent des questions vraiment au niveau psychologique du suivi des personnes, ou qui ont vraiment besoin d'accompagner ça. Donc, entre guillemets, peu importe la technique, que ce soit des masseurs ou des thérapeutes, c'est vraiment dans l'idée d'être ensemble et d'échanger sur moi, j'ai ressenti ça, est-ce que ça revient de moi? Enfin voilà, d'être vraiment dans cette dynamique de supervision et d'échange. Donc ça, voilà, j'ouvre ça à partir de juin. Et puis autrement, moi, dans ma formation qui dure 2 ans en réflexologie ayurvédique, c'est tout au long de l'année. Vraiment, on a en fait, au-delà d'être thérapeute en réflexologie ou thérapeute en ayurveda, c'est parce qu'on peut très, très bien être très bon dans la technique. On peut être un très bon réflexologue, ou on peut être un très bon conseiller consultant en ayurveda, dans le sens où on sait très bien manier les techniques, mais on peut être très mauvais thérapeute, c'est-à-dire pas savoir gérer un entretien, pas accueillir une émotion, être très maladroit. Enfin voilà, ça peut. Thérapeute, c'est pas juste la technique, quoi. Et du coup, les supervisions, elles servent à ça. Et puis moi, dans la formation de 2 ans, on axe aussi vraiment là-dessus. C'est-à-dire, au-delà de la technique, c'est quoi être thérapeute? Donc, il y a vraiment, à chaque module, on a des cours de psychologie, on fait des réveillés, on pratique beaucoup. On fait beaucoup de mise en situation aussi pour être un bon thérapeute, au-delà d'être un bon technicien, si je peux me permettre. Top. On en avait échangé, mais je pense que ça sera vraiment intéressant de faire un épisode sur la réflexologie ayurvédique, parce qu'on entend beaucoup parler de la réflexologie plantaire en France, mais c'est vrai, qu'est-ce que la réflexologie ayurvédique apporte de plus? Et puis moi, j'ai hâte de t'entendre nous parler de ça. Je peux en parler 2 heures. Donc Oui, voilà, on va prévoir 4-5 heures d'épisode. On arrive à la fin de celui-ci. On a nos petites questions habituelles, rituelles. Oui. C'est notre petit côté un peu obsessionnel. La première question, c'est quel est ton rituel préféré? Si tu en as un. Ouais, en fait, j'ai pas un rituel préféré, ça va dépendre des moments et des saisons. En fait, si je vous donne mon rituel du moment, par exemple, en ce moment, là, avec le printemps qui arrive, c'est de me mettre devant mon petit autel, de me faire un petit pranayama et puis une petite observation interne, et de me tirer une petite carte, sans aucune intention, juste de me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est mon petit rituel du moment, mais qui clairement change. En général, il change en fonction des saisons. Voilà. Ok, très bien. Quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Donc mes projets, c'est vraiment le début de ces supervisions, la fin
fin juin qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis, il y a ma nouvelle session de formation en réflexologie ayurvédique qui commence en septembre, où là, exceptionnellement, d'habitude, cette formation, elle s'étale sur 2 ans, enfin sur 22 mois. Et là, j'ai des demandes de la mettre sur 1 an. Donc, en fait, il y a exactement le même nombre d'heures de cours. C'est juste que du coup, elle est beaucoup plus intensive. Donc, voilà, cette nouvelle session qui commence en septembre, c'est le même nombre d'heures, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est sur 1 an. Voilà pour les projets. Et puis, potentiellement, finir et éditer mon livre qui dort sur mon ordinateur et qu'il faudrait que je passe à l'étape d'après. Oui, on a hâte de l'étape d'après. Alors, ce sera un livre sur quoi essentiellement ? Alors, je suis partie vraiment de la réflexologie ayurvédique en fait à travers la lecture du pied, parce que bon, si on fait un autre podcast, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir au travers le pied, mais c'est toute la lecture psychologique et corporelle, enfin toute la lecture ayurvédique au travers du pied, et justement qu'est-ce qu'être un bon thérapeute, enfin en fait tout ce qui se joue quand on est thérapeute, tout ce qu'on vient de parler, mais encore plein d'autres choses, tout ce qui se joue là-dedans, quoi. Donc il y a plein de choses. Très bien. On adore. Un livre de 1000 pages qui arrive. Il pourrait. On arrive à notre dernière question qui s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier, ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Ça fait un peu très simplet, et pourtant je crois que c'est en fait pour moi c'est juste la gratitude, c'est tout et tout le temps en fait. Donc bien sûr j'ai envie de remercier tout le monde, mais en fait c'est juste toutes ces relations qui s'installent, mais ces relations pas que avec des humains, les relations aussi avec avec le végétal, enfin avec tout en fait, cette profonde gratitude juste de la vie qui est en mouvement, et j'ai une profonde gratitude pour cette vie en mouvement, aussi intense soit-elle à certains moments. J'ai profonde gratitude envers ça. Eh bien, merci Mathilde. Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir mis aujourd'hui nos cerveaux en mouvement. Vous allez pouvoir observer maintenant. Oui, on va bien rigoler. Merci à toi Mathilde, et puis on t'attend pour un prochain épisode sur la réflexologie. On va programmer ça ensemble, d'accord ? Oui, avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt les filles. Merci d'avoir écouté cet épisode, et s'il vous a plu, venez nous le dire avec une note 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur nos comptes Instagram et Facebook, Podcast Ayurveda. Et pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les packs du Sommet de l'Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF qui sont disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.